Bonjour, Corinne Dano, je suis médecin addictologue et médecin du travail au CHU d'Angers. Je vous prie de m'excuser pour ce petit retard qui est lié au décollage de notre hélicoptère juste devant ma fenêtre. Alors, bienvenue dans ce webinaire qui est animé par Sophie Mounier de l'ARACT Centre Val-de-Loire et où nous allons évoquer avec vous deux outils complémentaires et qui nous paraissent essentiels dans la prévention des conduites addictives. Un petit mot pour te présenter, Sophie? Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Sophie Mounier de l'ARACT Centre. Je suis chargée de mission. Alors, à l'ARACT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Il y a une agence régionale par région et notre siège est l'ANACT, qui est donc l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et nos missions consistent à améliorer les conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations de travail. Voilà. Alors, ce webinaire est organisé en collaboration avec le portail Addicted Pro, qui est le site de référence de la prévention des conduites addictives en milieu de travail, qui, depuis sa création, est porté par la mission de lutte interministérielle contre les drogues et les conduites addictives, ainsi que le fonds de lutte contre les addictions. Et investi dans la prévention des conduites addictives et de tout risque de toute manière, de manière générale. Donc, bien évidemment, il s'adresse aux dirigeants, aux préventeurs, aux responsables de ressources humaines, aux managers, aux partenaires sociaux et bien évidemment aux services de santé au travail. Il met à disposition, maintenant il y en a presque 70 fiches pratiques qui sont là pour vous aider à mettre en œuvre ou pour améliorer votre démarche de prévention. Il vous indique aussi un certain nombre de sources auxquelles vous pouvez vous référer et recense des acteurs extérieurs sous forme d'annuaires qui peuvent vous accompagner dans votre démarche. Alors, pour vous parler de cette démarche de prévention, je vais évoquer un peu plus sur le plan théorique, finalement, l'importance et l'intérêt du règlement intérieur dans la démarche des conduites addictives, et puis celle du document unique. Comment est-ce qu'on peut finalement inscrire une démarche de prévention des conduites addictives dans un DURP, dans un document unique des risques, d'évaluation des risques professionnels, mais on pourrait rajouter aussi et des actions de prévention à mettre en place. Sophie illustrera par un cas pratique les choses de manière plus concrète, parce que souvent, ça peut paraître simple en théorie, et puis finalement, on peut être freiné ou gêné dans la pratique, ce qui peut ralentir la démarche de prévention. Alors, d'abord, le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il fait office de loi interne. Il s'impose à toutes les personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail, bien évidemment. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il s'impose également à ses intérimaires. Il est rédigé par l'employeur qui est responsable de son élaboration, mais également de sa modification, parce que ce qui est important, c'est de faire évoluer le règlement intérieur. Trop souvent encore, on a tendance, parce que le temps passe vite, à reconduire un règlement intérieur d'année en année, et puis finalement, il n'a plus beaucoup de sens pour les gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, il est obligatoire, évidemment, pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, mais on le recommande fortement pour les TPE, les PME, parce que c'est quand même un cadre qui est cohérent et qui est sécure, qu'il ne faut pas vivre que comme des interdictions, mais quelque chose finalement sur lequel on peut s'appuyer et évoluer dans sa démarche de prévention.
Bien évidemment, il notifie les règles qui sont applicables au sein de l'entreprise en matière de santé, de sécurité et de discipline. Or, on sait que les conduites addictives sont beaucoup de gens dans la population active, mais également en milieu de travail, sont concernés par les conduites addictives et que du coup, cela peut présenter un risque au travail. Bien évidemment, sont concernés, ce qui permet finalement à chacun de se sentir, de pouvoir s'investir dans cette démarche. Ce qui est important aussi, c'est que c'est une démarche participative. Il s'intègre dans une démarche participative et donc il y a une consultation en CSE qui est obligatoire pour une validation. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a un certain nombre de procédures qui vont découler de ce règlement intérieur et qui vont pouvoir du coup être mises en annexe et qui devront être appliquées. Peut-être que la première, on peut prendre par exemple le cas de l'introduction ou la consommation d'alcool dans l'entreprise, hein, qui peut être régulé par le règlement intérieur avec par exemple l'encadrement et l'organisation des pots, tout simplement. Qui est responsable, qui est-ce qui organise, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne va pas bien, qu'est-ce qu'on y boit, qu'est-ce qu'on y mange, etc., etc. La deuxième chose, c'est évidemment travailler sur l'ivresse. Et puis, bien évidemment, le recours aux tests de dépistage. Alors, pour l'alcool, ça peut être l'éthylomètre, ça peut être l'éthylotest. Et puis, pour les drogues, bien évidemment, c'est les tests salivaires, beaucoup plus rarement d'autres types de tests. Et ces dispositions, de toute manière, à ne pas oublier, sont possibles si les modalités de contrôle permettent une contestation du salarié et qu'elles sont inscrites dans le règlement intérieur. Et que, bien évidemment, ces restrictions sont justifiées pour des raisons de sécurité, la nature du travail confié aux salariés, le poste de sécurité, les conduites de véhicules, les produits dangereux, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces items correspond à une fiche pratique sur le portail Addicted Pro que vous pouvez donc retrouver. Et qui vous seront peut-être remis dans le chat par Samy, par exemple, qui est le webmaster du portail Addicted Pro. Deuxième chose, deuxième document, deuxième outil extrêmement important, c'est le DURP. Alors peut-être Corinne, si tu me permets, nous avons une question sur l'éthylotest avant que tu passes à la partie document unique d'évaluation des risques. Nous avons une question de Jean-Yves qui nous demande si l'éthylomètre est réservé aux forces de l'ordre. Pas forcément, hein, y a pas de. Après, c'est le choix. Ce qui est important, c'est d'avoir un outil de mesure qui est certifié, qui est référencé et qui est bien calibré. Après, à partir du moment où le type d'outil est mentionné dans le règlement intérieur, et ça fait partie des choses à mentionner, il n'y a pas forcément de souci particulier. Alors, le DURP, il est obligatoire pour toutes les entreprises dès le premier salarié. Donc là, déjà, c'est beaucoup moins compliqué. Il doit être systématique et il doit être rédigé par l'employeur qui est responsable de son élaboration et encore une fois, là aussi, de ses modifications. Alors, les modifications, elles sont importantes parce qu'elles vont être prises à chaque décision d'aménagement impactant les conditions de travail ou si on a besoin d'apporter des informations complémentaires. Ce qui n'est pas toujours fait parce qu'on oublie, parce que voilà, un DURP, il faut le faire vivre, c'est important. Il faut que les gens puissent le connaître et puissent s'en saisir.
Bien évidemment, le DURP, c'est l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés, mais c'est également, on va y mentionner également, les décisions que l'on va prendre en termes d'actions de prévention. Alors, bien évidemment, des actions de prévention qui vont être adaptées aux moyens de l'entreprise, à sa taille, etc. C'est important de le mentionner parce que parfois, les petites entreprises peuvent se encourager et du coup ne font pas vivre suffisamment peut-être leur DURP probablement par manque de connaissances et d'informations plutôt par rapport à ces éléments-là. C'est pour ça que c'est important de le mettre à disposition pour consultation des salariés du CSE, des services de prévention, CARSAT, préventeurs, d'autres agents spécialisés, j'en oublie sans doute, parce que cette approche combinée va cibler l'organisation du travail dans son ensemble, elle va évaluer en concertation avec les acteurs de prévention de l'entreprise les différentes actions à mettre en place. Donc, tout le monde est impliqué. Hein. On le redira probablement pas assez. Et c'est vrai que cette identification des risques de conduite addictive, comme tout risque d'ailleurs, va être graduée. Hein. Il y aura du pas grave au peut-être très grave et probablement peut-être Sophie tout à l'heure nous parlera de ça de manière plus précise. Oui. Et bien évidemment, s'il y a qualitatives et qui peuvent aider à l'évaluation et au suivi de ces actions de prévention. Alors, ces indicateurs, il y en a qui sont spécifiques des conduites addictives. Je ne sais pas, par exemple, l'existence de pots, de repas, de congrès, de séminaires, où, par exemple, sont présents des boissons alcoolisées. Ça peut être aussi des postes de travail qui participent à la fabrication, à la vente, à la distribution de substances psychoactives, dont, par exemple, l'alcool. Puis ça peut être d'autres indicateurs qui ne sont pas spécifiques. On sait maintenant que les horaires atypiques favorisent, par exemple, les conduites addictives, le travail de nuit, de week-end, les horaires fragmentés. Le contact avec le public aussi a été montré comme pouvant favoriser ce type de conduite. Et puis toute pénibilité, exposition au froid, au chaud, à l'extérieur. Après, d'autres indicateurs qui sont des indicateurs plus globaux peut-être, ça va être les données anonymes, hein, bien évidemment, du service de santé au travail sur par exemple les niveaux de consommation dans l'entreprise. Ça peut être des alertes du service de santé au travail, la fréquence des visites médicales à la demande de l'employeur pour un problème supposé en lien avec une consommation de substances. Ça peut être aussi, quand il y en a des données qui sont anonymes du service social, sur des sollicitations qui peuvent être également là en lien avec une consommation de substances. Ça peut être aussi la fréquence du déclenchement de la procédure, trouble du comportement, tel qu'on l'a évoqué dans le règlement intérieur. Voilà, donc le DURP, c'est une approche qui est très complémentaire du règlement intérieur et c'est sur ces deux outils qu'on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire avancer la démarche de prévention. Mise en pratique, je passe la main à Sophie, à moins qu'il y ait quelques questions. Je vois qu'il y a beaucoup. Oui, en effet, oui, il y a beaucoup de questions, surtout concernant. Alors, on a deux grands thèmes qui sortent sur l'éthylotest et ensuite sur le zéro alcool dans l'entreprise, les tests positifs et comment faire si, par exemple, un poste n'est pas considéré comme à risque, mais qu'il y a suspicion en fait d'une personne alcoolisée. Donc, eh bien, écoute, Corinne, toutes les questions sont pour toi. D'accord. Donc, je prends le temps de répondre peut-être à quelques-unes maintenant. Ben oui, bien sûr, oui, ça peut être intéressant. Voilà. Tout à fait. Non, évidemment, l'éthylotest ne peut pas être imposé aux salariés, on est tout à fait d'accord.
Et il faut que ce soit inscrit dans le règlement intérieur. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, que soient inscrites aussi ces modalités, les modalités de contestation, parce qu'il peut contester. Souvent, ce qui est écrit, alors il faut que soit précisé dans le règlement intérieur, qu'est-ce qui se passe justement s'il refuse l'éthylotest. Donc ça, effectivement, il faut que ça soit discuté en concertation avec le CSE, avec les partenaires sociaux. Ça nécessite vraiment qu'il y ait une communication, de communiquer autour de cette thématique. Alors, les éthylotests suffisent-ils ou doivent-on systématiquement confirmer par... Encore une fois, ça dépend du calibrage. Vous avez des éthylotests d'extrêmement bonne qualité où vous multipliez le taux d'alcool dans l'air expiré par 2 et où vous avez a priori le niveau sanguin, en tout cas le taux d'alcoolémie approximatif. Alors, encore une fois, c'est toujours fait pour cesser une situation, c'est pour faire cesser une situation dangereuse. Et il n'y a pas de taux à partir duquel l'employeur va décider que la personne n'est pas en capacité de pouvoir travailler. Ce qui va, encore une fois, ce qui va guider le manager de proximité ou l'employeur, c'est quel est l'état du comportement, quel est le comportement du salarié en question et est-ce que ce comportement est inhabituel et est-ce qu'il est compatible avec le maintien au poste ou au contraire, pour la sécurité de tous et de chacun, il faut l'extraire de son poste selon des modalités qui auront été on peut instaurer zéro alcool dans une entreprise, mais il faut que ce soit proportionnel au but recherché, comme l'indique d'ailleurs le Code du travail. Et si un collègue a un test positif et que faire et qui veut absolument sortir à un comportement agressif, c'est encore une fois, le trouble du comportement n'est pas spécifique d'une consommation d'alcool, d'une consommation de drogue, d'une hypoglycémie, d'une épilepsie, d'un AVC. Ce qui est important pour l'employeur, c'est ça, c'est qu'il y a un trouble du comportement. Et là, en l'occurrence, avec agressivité et violence. Peu importe l'origine et l'étiologie de cette agressivité et de cette violence, si elle n'est pas gérable, il faut appeler les forces de l'ordre. Autrement, c'est le 15. À moins que l'on ait défini une politique intérieure, et ça, elle doit être écrite aussi dans le règlement intérieur, d'orientation d'une personne qui présente un trouble du comportement dans l'entreprise. Mais in fine, si ce n'est pas le cas et si on est un peu démuni, il y a toujours le 15 qui permet finalement une co-responsabilité partagée. Oh là là, alors, qui fait des tests salivaires dans l'entreprise? Et bien là encore, finalement, il y a beaucoup de questions sur le règlement intérieur. Les tests dans l'entreprise, c'est quelque chose qui va être déterminé et mentionné dans le règlement intérieur. Est-ce que c'est le manager? Est-ce que les conditions de dépistage doivent être aussi mentionnées? Est-ce qu'il doit y avoir un témoin? Qui ce sera? Etc. etc. Comment est-ce que c'est mentionné? Voilà. Doit-on passer par un labo ou peut-on refaire un test avec un éthylomètre? Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent être inscrites dans le règlement intérieur. Que fait-on en cas de test positif? Est-ce qu'on a passé convention avec un laboratoire qui doit... Comment faut-il l'envoyer à la personne? Ou effectivement, est-ce qu'on a le droit de refaire un deuxième test et de voir ce qui se passe? Contre-expertise pour la fumette, oui, c'est exactement la même chose. C'est qu'est-ce qui a été décidé dans le règlement intérieur ensemble à l'intérieur de l'entreprise en question. Leur accompagnement à domicile, je vous ai expliqué, ça c'est quelque chose qui peut se travailler sous forme de procédure, une procédure qui peut être annexée au règlement intérieur.
Bon, beaucoup de petites entreprises n'ont pas les moyens et le temps de travailler forcément sur l'accompagnement, sur l'orientation à l'extérieur. Attention à l'accompagnement au domicile par un autre salarié. Ça, c'est des pratiques que l'on voit de temps en temps qui sont plutôt dangereuses. Il peut se passer n'importe quoi. C'est quelque chose qu'il faut plutôt éviter. Peut-on interdire la consommation de CBD dans le règlement intérieur? C'est une belle question. Le CBD n'est pas marqué comme stupéfiant, mais vous savez qu'il y a eu une jurisprudence en juin qui indique que de toute manière, il faut éviter de consommer avant de prendre la voiture ou lorsque du coup on prend un poste dit à risque ou de vigilance, mais uniquement par jurisprudence. Sur le plan scientifique, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui peut être dit par rapport à ça. Donc, le CBD n'est pas un stupéfiant. Donc, c'est un peu compliqué pour l'interdire dans le règlement intérieur, sauf si il est associé à un taux de THC qui est supérieur à 0,3%. Voilà, peut-être qu'on va laisser passer et puis je reviendrai peut-être sur quelques questions après. Oui, ok, très bien. Merci Corinne. Donc, alors maintenant, nous allons passer à un cas pratique. Et alors, l'idée, ça va être de partir d'une situation individuelle pour aller vers une démarche un peu plus collective et en lien avec l'organisation du travail. Alors, donc, nous avons une situation. Donc, c'est une situation qui se déroule dans une entreprise du bâtiment. Alors, pourquoi le bâtiment? Alors, pourquoi pas, hein? Après, ça aurait pu être effectivement un autre exemple. Alors, donc là, c'est Guillaume. Donc, Guillaume est de retour de sa pause déjeuner. Et comme tous les midis, il a été au restaurant à côté du chantier avec ses collègues. C'est très bon, il y a un plat du jour et le verre de vin n'est pas très cher. Pendant la pause, les collègues et Guillaume refont le monde. Ce midi, Guillaume a fêté la naissance de sa fille. Il a payé une tournée, puis Karim en a payé une autre. Le midi est un moment convivial et de partage. C'est compliqué de s'arrêter. Il y a toujours quelque chose à fêter ou une occasion quelconque pour boire un verre. Le froid, la difficulté du chantier ou la vie quotidienne. Romu, amoureux de Barbara, donc là c'est pour avoir une petite note un peu romantique dans le cas, lui indique la récurrence de ces événements festifs. À la reprise de poste, Barbara, qui est la référente santé-sécurité, interpelle Guillaume. Alors déjà, vous constatez qu'au niveau du cas, il y a pas mal de pistes de réflexion. Il y a aussi beaucoup d'éléments qu'on pourrait interroger d'un point de vue législatif, des liens à faire également avec le règlement intérieur. Mais pour le moment, en fait, il y a aussi du suspense et il y a des éléments également que nous n'avons pas. Donc, alors, comment est-ce que nous allons traiter cette situation qui peut paraître finalement au premier abord assez simple, hein, et vous allez voir comment est-ce qu'on va en fait la décortiquer pour lui donner une dimension beaucoup plus, surtout collective. Donc, nous, c'est ce qui va nous intéresser. Alors, donc vous allez voir, il y a pas mal de tableaux. Donc au début, on est sur une grille d'analyse. La grille d'analyse, son objectif, ça va être de décrire l'événement avec un ressenti négatif en lien avec la situation, le fait, le temps, le lieu, et ensuite un récapitulatif de cette situation de façon assez brève, mais qui reprend finalement les éléments clés. Donc le ressenti négatif, ça va être le travail est difficile, la pause déjeuner est un moment convivial et de répit pour les professionnels. D'accord? Donc là, on a des mots-clés qui nous font dire que, effectivement, d'un point de vue organisationnel, il y a peut-être des petites choses à aller creuser. Le fait, c'est ce midi, comme d'autres midis. Donc là, on entend la récurrence des événements. Guillaume s'est rendu au restaurant proche du chantier avec ses collègues. Donc Guillaume avec ses collègues, voyez, et a consommé un verre, puis un deuxième, comme d'autres collègues. D'accord? On s'est arrêté à 2 verres. On ne sait pas s'il y en a eu 3, on ne sait pas s'il y en a eu plus. Voilà. Après, on ne sait pas non plus la corpulence de Guillaume. On ne sait pas non plus les habitudes de consommation qu'il peut avoir, Guillaume, dans sa vie quotidienne. Le temps. Et c'est ce midi, comme d'autres midis. Donc, la notion de récurrence est toujours là. Le lieu, c'est le restaurant. Et ensuite, après, on résume la situation problème. Donc, vous allez voir, c'est très séquencé au niveau de cette analyse. Et finalement, je dirais, le séquençage, il est presque nécessaire pour nous décentrer de la situation individuelle et sortir finalement de cette focalisation sur le dépistage,
est très bien, mais qui n'est pas, il n'y a pas que, il y a pas que cette action à mener peut-être dans les entreprises. Alors, et là, on résume la situation. Donc, ce midi, comme d'autres midis, Guillaume et ses collègues sont allés au restaurant proche du chantier. Guillaume a offert une tournée à ses collègues, puis un autre collègue a fait de même. Ces moments sont récurrents et tout est prétexte à le froid, la difficulté du chantier, la vie quotidienne. Voilà. Donc ça, c'est notre résumé de la situation et grâce à ce décortiquage, on a trouvé pas mal de choses. Les premiers questionnements, on les fait en vrac, à la levée. Donc là, ça va interroger principalement nos représentations sur le sujet, ce qui est plutôt intéressant parce qu'à un moment donné, je pense qu'il est nécessaire de les poser pour aller beaucoup plus loin. Donc, vous allez voir les premiers questionnements spontanés qu'on peut avoir. Y a-t-il vraiment récurrence ou est-ce que c'est nous qui nous sommes dit qu'il y avait récurrence parce que c'est tous les midis, ils vont manger, donc tous les midis, ils boivent un verre, mais bon, on ne sait pas. C'est peut-être occasionnel puisqu'il y a la naissance de la fille de Guillaume. Elle n'est pas née tous les jours. Bon. Quelle est la consommation réelle des professionnels? Les quantités, on ne sait pas. Ce que je disais tout à l'heure, la capacité, le nombre de verres, on ne sait pas la quantité du verre. On a dit qu'il n'était pas cher, peut-être que c'est un demi-verre. Après tout, qui sait? Qui a connaissance de ces consommations du midi? Est-ce que ce sont des pratiques collectives? C'est surtout ça que ça veut nous dire. Donc, on sait qu'elles sont récurrentes, on ne sait pas à quelle fréquence, mais on sait qu'elles ont lieu le midi. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe chez eux. Parfois, c'est compliqué. Donc ça, c'est effectivement ce qui est le plus courant entendu, le plus couramment entendu, c'est-à-dire on renvoie l'individu à sa vulnérabilité en disant que c'est compliqué. Bon, il y a des problèmes perso et à aucun moment on interroge l'organisation du travail et les conditions de travail. Ils s'entraînent les uns les autres à consommer, on n'y peut rien. Ces consommations ont toujours existé, je ne vois pas où est le problème. Donc là, on est dans les us et coutumes de l'entreprise. Parfois, il fait froid, une petite goutte, ça réchauffe et ça aide à tenir. Les professionnels ont-ils conscience des impacts possibles en termes d'accidents du travail, d'emploi? Leur chef d'équipe est-il au courant? Et les autres collègues? Donc là, les autres collègues, là, ça nous fait référence à la législation du travail, la notion de co-responsabilité entre collègues, où souvent c'est pris pour de la délation si, admettons, il y a quelque chose. Donc, vous voyez ce que ça interroge. Ça interroge énormément de choses. Et là, toujours le lien avec le règlement intérieur, on peut le faire également. Si les consommations sont liées en partie aux conditions de travail, finalement, quelles sont les conditions de travail qui sont à améliorer? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide de mettre en place? Donc là, vous verrez, à un moment donné, on va pouvoir faire une ouverture justement de façon beaucoup plus large. Quelles sont les procédures existantes? Et le risque professionnel, à un moment donné, est-ce qu'il a été vu? Est-ce qu'il a été perçu? S'il y a des accidents, il est possible que ça engendre un accident derrière. Et puis après, bien sûr, on a la notion de droit et de ne pas droit de boire. C'est interdit, c'est marqué dans le règlement intérieur, donc tout le monde, personne ne doit consommer. Vous voyez? Voilà. Alors après, on poursuit notre analyse. Et cette fois-ci, on arrive sur les acteurs de l'entreprise et surtout les conséquences. Alors, vous allez voir, on est dans les conséquences probables. Effectivement, dans l'étude de cas, là, on ne sait pas, en gros, rien ne se voit et rien ne se passe. Sauf que dans l'analyse de la situation, on va aller justement un peu à l'extrême et imaginer presque le pire du pire. Vous voyez? Donc, c'est là où ça va nous intéresser et ça va commencer à nous guider sur quelques actions, puis surtout la cotation dont Corinne vous a parlé tout à l'heure. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, tant que rien ne se passe, la cotation, tout va bien finalement. Il n'y a pas besoin de s'en occuper, puisque finalement, il n'y a pas de problème en soi. Sauf que vous allez voir après dans les grilles de cotation, si on part du principe qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas sur une immédiateté en termes d'action. Donc là aussi, malgré tout, c'est un élément à prendre en compte dans les choix que l'entreprise va faire. Donc, sur nos acteurs directs impactés, on a les personnes qui sont autour de la table à midi. Et les acteurs indirects impactés, ça va être tous ceux qui vont gravir autour de ces personnes qui se sont rassemblées à midi. Donc, on va avoir les autres collègues, la hiérarchie, les clients éventuels que les professionnels pourront croiser, les partenaires, les proches de Guillaume et les proches des autres collaborateurs de l'entreprise si on est sur du ricochet. Attention au niveau de la situation. D'où l'élargissement et de penser beaucoup plus large. Les conséquences, donc là, c'est là effectivement où il faut imaginer le pire du pire, donc sur la santé des individus, donc la fonction de ces consommations. Au premier abord, c'est la naissance de l'enfant, mais pas que, puisqu'il est précisé qu'il faut faire face à des difficultés du chantier. Donc, quelles sont ces difficultés? Le froid, les conditions de travail, peut-être qu'il manque du matériel, on ne sait pas trop. Mais malgré tout, ça a un impact sur la santé, ces consommations. Les conséquences de ces usages, justement, à long terme, donc on sait qu'il y aura des risques sur la santé en termes peut-être cardiovasculaires. Et puis aussi que finalement,
Le professionnel va manquer de vigilance, donc peut-être qu'il va se faire mal par manque de vigilance. Il peut être irrité. Peut-être qu'il dormira pas à cause de ses consommations. Peut-être qu'il y aura un certain manque aussi. Et puis, là, dans notre situation, on va être sur la fonction autocalmante de la consommation du midi. Donc, en se disant, est-ce qu'il y aura pas des risques de somnolence, choses comme ça. Sur le collectif, eh bien, les difficultés du quotidien, qu'est-ce que ça interroge? Peut-être la pénibilité du travail. C'était sympa de se retrouver le midi, mais effectivement, ces moments de convivialité, se retrouver ensemble, sont certes très importants et au niveau du collectif, mais peut-être qu'on pourrait imaginer après peut-être autre chose pour vivre ces moments de convivialité peut-être autrement et différemment. Ça interpelle également les habitudes du collectif. Et à terme, il pourrait y avoir peut-être, si trop de consommation, des tensions ou des incivilités entre professionnels, peut-être également vis-à-vis d'autres membres de l'équipe, si ces consommations sont inappropriées. Et après, bien sûr, des impacts sur le résultat du travail, hein, des erreurs, une incapacité à réaliser ce qui est demandé dans ce qui est demandé, des absences éventuelles, si la personne commence à avoir un usage nocif pour sa santé, des accidents éventuellement du travail aussi, et des incivilités, là encore, aussi bien du côté de ses collègues que du côté des partenaires, et une non-qualité derrière. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur imaginer les conséquences à long terme. Si la situation dégrade, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Le tableau est pas forcément très joyeux. Alors maintenant, comment est-ce Sophie, oui, Sophie, est-ce que tu peux nous repréciser du coup qui est-ce qui se pose toutes ces questions? Qui est-ce alors, qui doit poser ces questions? alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, le document unique d'évaluation des risques, c'est un objet de dialogue. Et idéalement, nous conseillons de le faire en groupe de travail, soit avec le CSE, un CSE élargi par exemple, ou bien peut-être par unité de travail, c'est-à-dire sur un service concerné. Donc, ce seraient des volontaires qui travailleraient sur ce document unique en lien avec leur unité de travail. Ce qui peut être bien, c'est que ce soit vraiment les professionnels qui soient impliqués dans cette analyse parce que, par exemple, les difficultés, on saura après ce que c'est ces difficultés. Ils boivent un coup le midi, d'accord, c'est pour fêter quelque chose, mais il y a des difficultés liées aux conditions de travail. Donc, quelles sont ces difficultés? Quelles sont les natures de ces difficultés? Et après, derrière, pour avoir des idées, parce que finalement, il n'y a que ceux qui travaillent à ce poste-là qui auront des propositions. Voilà. Okay. C'est bon, c'est clair? Okay. Merci. Alors maintenant, sur les règles d'évaluation et surtout sur comment on va coter. Alors effectivement, on pourrait se dire, là dans notre situation, on n'a pas l'impression que ce soit très grave. On pourrait se dire, finalement, on va être sur quelque chose de faible ou avec un niveau de gravité pas énorme. Et finalement, moi je dirais, l'idée c'est plutôt d'aller se concentrer sur la fréquence d'exposition, le niveau de maîtrise du risque et la priorité d'action. Donc, c'est les 3 petits cadres qui sont en bas. Et par exemple, dans notre situation là, nous, on n'a pas d'infos, mais on va partir du principe que c'est tout le service. Donc, la fréquence d'exposition, pour nous, elle va être à 4. Ensuite, on va dire que le risque n'est pas maîtrisé parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Et au niveau des priorités d'action, on va dire qu'elles sont immédiates parce que vous voyez, si on ne dit pas immédiate, ça va être dans le mois ou dans les 4 mois. Et on sait bien que tout le monde est débordé et que c'est très compliqué de mettre des actions en place. Donc, moi, je dirais, pour être plus efficace, il vaut mieux coter à 4. Et dans l'étude de cas, tout a été coté à 4 pour qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, on va reporter. Et finalement, rien ne sera fait. On connaît, on sait tous comment ça se passe. Alors, pourtant, la cotation, on peut commencer à la faire gentiment. Alors, au niveau des rubriques qui sont en bas, vous avez… alors, au début, on est sur… attendez, je vois plus c'est tout petit. Voilà. Au début, on va estimer la gravité. Après, on vérifie en vert et on confirme en orange moutarde. D'accord? Voilà. Ça, c'est les stades. Et en fait, vous allez voir, on code 3 fois. Et à la fin, finalement, il faut que ce soit cohérent un petit peu avec ce qu'on a prévu. Parce que si ça ne l'est pas, en gros, il faut qu'on voit tout. Ça veut dire que la cotation, elle n'est pas bonne et ainsi de suite. Donc là, en l'occurrence, si on cote après, et là vous regardez, on est bien sur le résultat du travail, le collectif du travail, la santé des individus. On est bien sur les 3 cases de conséquences de tout à l'heure où on avait imaginé le pire. Mais dans notre stade à nous, on sait que ce n'est pas horrible pour le moment. Donc on pourrait se dire, sur le collectif de travail,
oui, il pourrait y avoir une possibilité de tension, mais ils ont l'air plutôt de bien s'entendre puisqu'ils boivent des petits coups ensemble. Sur la santé des individus, on sait que s'il y a de la récurrence, là, par contre, c'est un peu dangereux pour eux. Et puis, sur le résultat du travail, on se dit, bah, même s'il n'a pas consommé beaucoup, malheureusement, il peut quand même y avoir des effets sur le résultat du travail. S'il somnole, il peut lâcher son outil sur son pied ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez, là, on est un peu mitigé. Et finalement, on va cocher en sérieux. Parce qu'on se dit, bon, on ne peut pas dire que tout est faible puisqu'on a imaginé le pire, qu'on a commencé à imaginer le pire. Alors après, on poursuit. Quels sont les éléments de causalité identifiés? Donc vous avez vu, c'est vraiment très progressif parce que finalement, il faut vraiment qu'on se décentre au fil de l'eau et qu'on arrive sur la partie organisationnelle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va se dire? Eh bien, on peut se dire, bon, bah, ça pourrait venir de quoi tout ça? Bah, l'organisation du travail, les conditions de travail. Pourquoi pas? C'est difficile. Donc, on part de ce fameux mot difficile. La répartition du travail. Donc là, on peut se dire, bah, la répartition du travail, bah, qui fait quoi, où, dans quelles conditions, et est-ce que tout le monde a les compétences pour faire ce qu'il a à faire? Est-ce qu'il n'y a pas de problème, par exemple, de recrutement, ce qui ferait que bah, Guillaume, comme c'est le plus ancien, eh bien, il ferait tous les trucs, en fait, il ferait les choses les plus compliquées, par exemple. Vous voyez? Ensuite, la performance attendue, les objectifs journaliers, l'avancée du chantier. Donc là, ça fait référence peut-être aux aléas de chantier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a du retard? Est-ce qu'il faut aller vite? Est-ce qu'il faut tout faire pour hier? Vous voyez, donc ça connote malgré tout le rythme de l'entreprise et de la production. Ensuite, le poids du collectif et l'existence ou non d'un contre-pouvoir pour alerter de la situation. Nous, on sait que c'est dans la situation, Romu, parce qu'il est amoureux de Barbara, peut-être pour se faire bien voir, il lui a glissé une info. Bon. Maintenant, le CSE, on n'en a pas parlé, par exemple. Le contre-pouvoir, ça peut être le CSE, par exemple. Le CSE est important à mobiliser parce que ça fait aussi partie de ses missions, puisque dans ce cas-là, si ça dégénère, après, on sera plutôt sur comment traiter le maintien dans l'emploi, dans l'entreprise. Et finalement, c'est un des thèmes sur lequel il est mobilisé. Après, les pratiques de métier, là encore, le management. Si le management, il est sur les dents parce que les délais ne sont pas respectés, parce qu'il a une grosse pression derrière, que la pression les répercute sur les équipes, vous voyez, là encore, c'est générateur de tension au niveau du collectif. Les fonctions de l'alcool. Il y a consommation pour quelle raison finalement? Est-ce que c'est parce que on est content de se retrouver entre collègues pour parler du travail parce qu'on aime ce qu'on fait? Est-ce que c'est parce que justement le travail est compliqué et ça fait passer un peu mieux la difficulté quotidienne? Ou est-ce qu'effectivement on est plus dans un moment de détente à la fin du travail pour se dire ouf, on a terminé, vous voyez, et on va reprendre tout à l'heure. Voilà. Et donc, ça questionne la question de la pénibilité, hein, le temps, le climat, le rythme, puisqu'on sait que dans ces métiers-là, c'est difficile, ce sont des métiers difficiles. Et puis, est-ce qu'il y a également des moments pour parler du travail, pour parler des événements de la semaine? Est-ce qu'il y a à un moment donné des moments de régulation entre professionnels? Ou alors, est-ce que c'est juste la pause déjeuner qui sert de régulation? Et dans ce cas-là, on serait plutôt dans une autorégulation du collectif sur la pause déjeuner avec des usages entre midi et deux pour passer le tout. Donc, alors ensuite, on continue notre… Oui, il y a d'autres questions peut-être? Non, j'avais cru entendre une voix. Bon. Et donc, finalement, donc on poursuit l'analyse en se disant, bon, bah, cette fois-ci, maintenant, vous voyez, avec les causes, avec les éléments de causalité, on a plutôt fait référence à des situations de travail, avec de la régulation, avec des moments collectifs, vous voyez. Et donc là, on lit ces situations de travail. Eh ben, où est-ce qu'on pourrait parler de tout ça? Qu'est-ce qui pourrait faire à un moment donné pour peut-être un peu permettre aux professionnels de s'exprimer? Bon, on aura la réunion de chantier, par exemple. On aura le dialogue professionnel, c'est est-ce qu'il existe? Dans quelle mesure on peut parler de son travail en confiance, hein, sans qu'on entende qu'on est nul, qu'on n'est pas compétent, qu'il faudrait qu'on aille plus vite ou qu'on a tous les défauts du monde. Au niveau du dialogue social aussi, donc là, c'est la place du CSE dans cette organisation. La régulation du travail, elle se fait où, quand et par qui? Et la valorisation également du travail réalisé. Voilà. Là, après, bon, ça reprend un peu l'élément. Hein. L'unité de travail, c'est le chantier proche du restaurant. Et les facteurs de risque, bien, nous aurons la non prise en compte de cette pénibilité. Donc, vous voyez, en fait, là, on répond aux éléments de causalité, hein, la banalisation ou la minimisation de la pénibilité, l'épuisement des professionnels,
une recherche d'inhibition par les consommations, une absence de lien entre professionnels s'il n'y a pas de consommation, une absence, différents risques inhérents à la profession, les chutes de plein pied, de hauteur et puis la mort, parce qu'on sait qu'il y a effectivement des accidents de travail qui conduisent à la mort, les incivilités entre professionnels ou vis-à-vis des clients et la dépendance, bien sûr, vis-à-vis des produits. Et enfin, donc là, on recote. Donc là, on a fait exactement la même chose. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, il fallait avoir une cohérence. Et là, en l'occurrence, je vais expliquer les choix de cohérence. Donc là, tout est coté en très grave parce qu'effectivement, on a vu que la situation pouvait dégénérer et ça pouvait être très, très grave. Donc là, on a tout coté en grave. Et enfin, on arrive sur les ressources. Quelles sont les ressources? On a le collectif de travail, les collègues. Donc les collègues, c'est la ressource. Donc c'est celle-ci qu'il va falloir activer. Et au niveau des pistes d'action, eh bien, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit dans les éléments de causalité, sauf que cette fois-ci, on va les mettre en piste d'action, puisqu'en fait, on les a réfléchis précédemment. Donc, la mobilisation de la hiérarchie, le CSE, Barbara, qui est responsable santé-sécurité, mobiliser le collectif sur une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire pour éviter peut-être ces consommations entre midi et deux. Sont-elles problématiques ou pas aussi? Attention, on a aussi cette question à se poser. Et puis finalement, peut-être qu'il y a dans notre organisation certaines choses à améliorer, donc en termes d'espace de discussion, par exemple. Voilà. Et puis bien sûr, il y a une piste d'action. Il y a aussi comment on propose aussi un accompagnement individuel vers un centre de soins si la personne en a besoin. Et quelles pratiques de métier, comment est-ce qu'on fait pour en discuter, puisque c'est quand même des pratiques importantes. Alors, donc là, on finit la cotation. Donc là, on confirme la cotation à très grave. Donc là, on se dit, youpi, on va agir tout de suite. Voilà. Et là, cette fois-ci, tous nos éléments précédents, on les remet dans le tableau. Voilà. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y a plus simple. C'est possible plus simple. Maintenant, moi, je dirais, ce qu'il faut garder en tête, et surtout de cette présentation du document unique, je dirais, ça va plutôt être la phase d'analyse qui est séquencée pour nous permettre d'arriver sur des propositions qui décentrent de l'individu, d'où l'intérêt de se dire, finalement, on part d'une situation individuelle, mais on arrive sur l'organisation du travail, qui est aidante, qui est protectrice, le travail facteur de santé. L'idée, c'est vraiment ça va être presque l'idée clé, vous voyez. Et après, après, vous voyez, en gros, tout est rangé dans le tableau. Au niveau des risques, tout est coté au maximum pour pouvoir agir immédiatement. C'est fait exprès, comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, après, en piste d'action, on n'a ni plus ni moins ce qui était mis en action sur le tableau précédent, identifier collectivement les difficultés inhérentes au chantier et voir comment y remédier. Donc ça, c'est que les professionnels, il n'y a que les professionnels qui peuvent répondre à tout ça et pas quelqu'un d'autre, qui travaille sur autre chose, dans une autre unité de travail. Il faut que ce soit les professionnels qui répondent à ça. Ensuite, réfléchir collectivement à une autre manière d'organiser le travail autrement, communiquer, savoir comment est-ce qu'on pourrait communiquer, s'ajuster entre professionnels. Alors, bien entendu, tout ça, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait des prérequis en termes de confiance, le moment pour en parler. Donc, c'est-à-dire que et qu'aussi au niveau des règles du travail, qu'elles soient claires aussi sur tout à l'heure j'en parlais, sur le qui fait quoi, comment et ainsi de suite. Voilà. Donc là, après, c'est la suite, ça reprend, après, ce sont plutôt les éléments qui sont rangés dans le tableau. Et pour finir et laisser la parole à Corinne, pour qu'elle puisse après clôturer ce webinaire, l'intérêt, ce serait après, vous voyez, en fait, de partir de cette situation individuelle, d'élargir à l'organisation du travail. On pourrait presque se dire, poursuivons la réflexion avec la qualité de vie et des conditions de travail et passons chaque pétale de la marguerite pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le travail dans son ensemble. Voilà. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Corinne, à moins qu'il y ait des questions. Merci beaucoup, Sophie. Moi, je retiens quand même que finalement, répondre et élaborer un DURP, ça répond à une certaine méthodologie, qu'il faut être quand même dans des phases d'analyse séquencées et que c'est important de toujours se recentrer sur le travail. Et ça nous permet finalement de nous décentrer un peu de la pathologie, entre guillemets, individuelle, qui finalement ne permet pas de se poser les bonnes questions peut-être,
à savoir quels sont les résultats sur le travail, sur la santé des individus. Et tu en avais donné un troisième, je crois. Sur le collectif de travail. Et sur le collectif, exactement. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Merci pour ce résumé. Je t'en Tu as tout à prie. fait raison. Je t'en prie, c'est très intéressant. Et peut-être qu'on peut signaler aussi que parfois, quand on sent que c'est trop compliqué pour élaborer son DURP, on peut faire appel justement à l'ARACT, à d'autres, peut-être d'autres personnes compétentes et spécialisées dans le domaine. Mais en tout cas, on peut faire appel à l'ARACT pour pouvoir travailler ça. Oui, 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 par exemple, effectivement, pour avoir cette approche-là, alors nous, dans l'idée, on outille les entreprises, quoi. L'idée, ce serait plutôt d'outiller et pour après laisser la possibilité aux entreprises de le faire, puisque les services de santé accompagnent également et surtout les entreprises à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Voilà. Très bien. Alors, je peux constater qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur l'individu, hein, quand même, sur finalement quelle conduite à tenir, qu'est-ce qu'on a écrit dans le règlement intérieur. Peut-être, moi, je vous propose qu'on prenne le temps de répondre à chacune de vos questions. Il y en a un certain nombre qui peuvent être regroupées. Peut-être voilà d'ici la semaine prochaine. Ça me paraît, voilà, avant ça c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ça nous permettrait comme ça de rester dans le timing et puis de vous permettre quand même d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a, voilà, je vous rappelle hein, donc, que vous avez accès aux fiches du portail Habitech Pro. N'hésitez pas à vous y référer. Vous pouvez aussi sur le portail poser des questions. Il vous sera répondu un certain nombre de choses. Voilà, donc encore merci pour votre implication et votre attention. Et puis je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir.